Bonjour à tous. Quelles sont les 4 questions qui vont être abordées aujourd'hui? La première, c'est savoir comment on peut diviser un immeuble unifamilial en plusieurs logements. Et la seconde, comment transformer un immeuble de bureau en logement. Et ces 2 premières questions, seront, analysées par Marie Gilis. La troisième se penchera sur, la question du permis de location, de savoir quand est-ce qu'il est nécessaire. Nicolas Duchâtelet l'abordera. Enfin, la quatrième question sera, examinée par Ismaël Oulouane et qui, verra si, il est possible de diviser une surface commerciale pour mieux la louer ou de la, heu, louer en même temps à plusieurs personnes. Donc je passe immédiatement la parole à Marie Gilis pour la première question. Je disais donc que je vous présentais, le fil conducteur. Monsieur et madame Home sont en fait des propriétaires d'un immeuble qui est situé en région wallonne et ils souhaitent le transformer en un immeuble de rendement. Ils s'interrogent, sur les démarches juridiques et administratives qu'il doit remplir. Donc pour ma part, je vais traiter les 2 premières questions, donc comment diviser un immeuble unifamilial en plusieurs logements et comment transformer un immeuble de bureau en logement. Donc évidemment, dans le cadre de ce webinaire, on étudie les démarches légales et administratives que le maître de l'ouvrage doit remplir avant d'entamer, les travaux. Donc commençons tout de suite. Première question, comment diviser une habitation unifamiliale en plusieurs logements? Repartons de notre petit casus. Monsieur et madame Home, maître de l'ouvrage, sont propriétaires d'une maison unifamiliale en région wallonne. Ils souhaitent la transformer en un immeuble de rendement et donc on va dire qu'ils veulent la transformer en 4 appartements distincts. Donc quelles sont les premières questions légales que l'on se pose avant un projet de cette ampleur? J'imagine que c'est tout d'abord, est-ce qu'il est obligatoire d'obtenir un permis d'urbanisme? Qu'on est en région wallonne, c'est donc le code qui s'applique, le code de développement, territorial. Et dans ce code, il y a un article qui énumère spécifiquement tous les actes qui nécessitent l'obtention d'un permis d'urbanisme. C'est l'article D.4.4 et il faut vérifier si le projet de monsieur et madame Home est visé par cet article. J'ai fait le travail pour vous et effectivement, au 6e point de l'article, on indique qu'il faut un permis d'urbanisme dans l'éventualité où on crée un logement, dans une construction existante et le code va même plus loin, il nous précise ce qu'il entend par création de logement dans une construction existante. Donc selon le code ça se traduit par la réunion de 6 conditions. Il faut, que ce soit, un nouvel ensemble composé d'une ou plusieurs pièces de vie, qui comprennent les fonctions de base de l'habitat, donc cuisine, salle de bain et cetera. Il doit être occupé à titre de résidence habituelle ou de cote. Il doit être réservé en tout ou partie à l'usage privatif ou exclusif d'une ou plusieurs personnes, des personnes vivant ensemble avec ou sans lien familial et créé avec ou sans travaux. Donc d'un point de vue administratif, en région wallonne, ce sera le type de logement créé, l'équipement de celui-ci et l'utilisation qui en sera faite qui va déterminer la nécessité ou non d'obtenir un permis d'urbanisme. Donc pour répondre à notre question, est-ce que monsieur et madame Home devront, obtenir un permis d'urbanisme pour ce projet de transformation? La réponse est oui, si les 4 appartements réunissent chacune des conditions, qu'on vient d'énumérer. Je vous propose 3 petites réflexions rapides sur ces 6 conditions. Donc on sort ici un peu du casus de monsieur et madame Home. Puis si je vous dis que vous aménagez, dans votre habitation, au dernier étage, 2 chambres pour des jeunes travailleurs qui disposent d'une salle de bain et d'une cuisine commune, mais propre à eux. Est-ce que, selon vous, c'est une création de logement au sens du code été? Je vous laisse 3-4 secondes pour y réfléchir, en reprenant les 6 conditions. Donc la réponse est oui, on crée un nouveau logement privatif pour des personnes qui vivent ensemble, qui en font leur résidence principale. Il y a plusieurs pièces qui reprennent d'ailleurs les fonctions de base, donc les 6 conditions sont remplies. On est dans le cadre du code été et du point 6. Puis maintenant, si ces locataires partagent des pièces de vie communes avec l'habitant. Je vous laisse à nouveau 3-4 secondes pour réfléchir à vos 6 conditions. Donc ici, il manque effectivement la condition de l'usage privatif ou exclusif et on n'a pas créé les fonctions de base puisque les locataires utiliseront la cuisine et la salle de bain de l'habitant. Donc ici, non, ça ne correspond pas à la création de logement au sens du code été. Et maintenant, si ces chambres ne sont occupées que de manière occasionnelle. Je vous laisse réfléchir encore.
La réponse est non également, puisque la condition occupée à titre de résidence habituelle ne sera pas remplie. Ce ne sera pas non plus donc un logement au sens du code-été. Donc si on revient à notre cas, monsieur et madame Home, on sait qu'ils ont besoin maintenant d'un permis d'urbanisme, mais une autre question qui pourrait se poser, c'est: sommes-nous obligés de faire appel à un architecte pour nos travaux? Alors ici aussi, la question est bien encadrée par le code été, partie réglementaire cette fois. C'est l'article R.4.1-2 et qui reprend tous les actes et travaux qui ne nécessitent pas le recours à un architecte. Donc à nouveau, j'ai fait l'analyse pour vous dans notre casus et la création d'un logement n'y est pas reprise. Donc on n'est pas dans un des cas visés qui dispenserait le maître de l'ouvrage de recourir à un architecte. On doit donc comprendre que lorsqu'on crée un nouveau logement au sens du code été, il faudra toujours recourir à un architecte. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est combien de temps cela prend d'obtenir un permis d'urbanisme? Je ne peux pas vous donner un délai très précis puisque ça dépendra entre autres de la complexité du projet et du travail éventuel de l'architecte. Combien de temps il va mettre pour délivrer des plans adéquats, si la demande est directement considérée comme complète ou bien s'il manque des documents à fournir. Et ça dépend aussi de la commune où on dépose le permis d'urbanisme. Il y en a qui vont très vite, d'autres qui sont surchargés, donc pas de réponse toute faite à cette question. On peut se demander aussi combien ça coûte un permis d'urbanisme et à nouveau, je ne peux pas vous donner de tarif précis, ça dépendra des honoraires de l'architecte s'il y en a un qui intervient, de la commune, elles appliquent toutes des tarifs différents. Ça peut aussi dépendre de la situation urbanistique du bien, etc. Donc en conclusion, pour transformer une maison unifamiliale en appartement, il faudra un permis d'urbanisme, recourir obligatoirement à un architecte et les délais et coûts d'obtention du permis sont variables. Ensuite, maintenant, si les maîtres de l'ouvrage n'ont plus le projet de diviser l'immeuble en appartements, mais plutôt d'en faire des logements touristiques type Airbnb. Alors, est-ce qu'il faudra un permis? On doit refaire l'analyse, on retourne dans le code été, article D.4.4 qui nous énumère tous les actes soumis à permis. Est-ce on est dans les clous du 6e point avec un logement au sens du code été? Est-ce qu'on remplit bien toutes nos 6 conditions? On peut faire l'exercice ensemble. Un nouvel ensemble composé d'une ou plusieurs pièces de vie, oui. Comprenant les fonctions de base, cuisine, salle de bain, salle d'eau, WC et chambre, oui, on peut dire que oui. Et est-ce qu'il est occupé à titre de résidence habituelle ou de cote? Là, non, ça coince. Donc, il manque au moins une des conditions. Donc, on n'est pas dans le cas d'une création d'un logement au sens du code été. Il faut donc qu'on retourne dans l'article D.4.4 et qu'on regarde si la création d'un Airbnb pourrait se retrouver à un autre point que le 6e. J'ai été voir dans cet article et en fait, le point 7 énonce qu'un permis est obligatoire pour la modification de la destination en tout ou partie d'un bien, en ce compris la création d'un hébergement touristique, si et seulement si cette modification se trouve sur une liste arrêtée par le gouvernement. La liste se trouve en réalité dans la partie réglementaire de l'arrêté, c'est l'article R.4.4-1. Et depuis le 30 janvier 2023, les hébergements touristiques sont effectivement repris dans la liste. Donc il faudra également toujours obtenir un permis d'urbanisme pour créer un Airbnb. Donc faudra-t-il un architecte pour créer un hébergement touristique? Il faut retourner dans notre article R.4.1-2 qui reprend les actes et travaux pour lesquels un architecte n'est pas nécessaire. Et cet article indique qu'il ne faudra pas d'architecte pour la création d'un logement touristique à la condition que les travaux envisagés ne portent pas atteinte aux structures portantes des bâtiments. Donc, s'il n'y a pas de modification sur la construction existante, sous-entendu pas de menace à la stabilité, alors il ne sera pas nécessaire de recourir à un architecte. Petite particularité cependant pour les logements touristiques, il est obligatoire pour l'exploitant de justifier son activité par une déclaration d'exploitation et de justifier d'une attestation de sécurité incendie. Puis maintenant, si les maîtres de l'ouvrage veulent créer des cotes, rebelote, on doit refaire notre analyse. On crée un logement, on doit vérifier si on est dans les clous des 6 conditions. Nouvel ensemble, reprenant les fonctions de base, occupé à titre de résidence habituelle ou de cote, réservé à l'usage privatif ou exclusif, etc., etc. Vous connaissez les conditions. Encore une fois, si elles sont toutes réunies, alors il faudra un permis, sinon, non. Alors, est-ce qu'il faudra un architecte pour créer un code? Oui,
Je vous le disais tout à l'heure, dès qu'on crée un logement au sens du code été, le recours à l'architecte est obligatoire. Alors j'attire déjà votre attention qu'en matière de cote, un permis de location est également obligatoire. Cela fera l'objet de la troisième question qui sera abordée tout à l'heure. Et pour ma part, je passe à la question 2, je répondrai aux questions après. Et donc la question 2, c'est comment transformer un immeuble de bureau en logement? Donc je reprends le fil conducteur. Monsieur et madame Holmes sont propriétaires d'un immeuble de bureau cette fois, toujours en région wallonne et souhaitent créer 10 appartements distincts. Même question, est-ce qu'on doit obtenir absolument un permis d'urbanisme? On refait le raisonnement, on est toujours en région wallonne. C'est le code été qui s'applique. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un logement au sens du code été avec nos 6 conditions? Si la réponse est oui, alors effectivement, il faudra un permis d'urbanisme. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit bien qu'en définitive, ma question 1 et 2 sont assez similaires. Ce sont 2 cas de figure où on crée des nouveaux logements standards et ce type de bien coche quasiment systématiquement les 6 conditions du nouveau logement au sens du code été et donc il faudra un permis d'urbanisme. Et visiblement, dans ce cas de figure, on s'en fiche un peu de connaître la situation de départ du bâtiment, que ce soit, une maison unifamiliale, des bureaux ou même un commerce, ça change rien du tout. Il faudra de toute façon un permis d'urbanisme dès qu'on crée un logement. Alors pour les autres questions qu'on s'était posées au départ, c'est forcément similaire. On est obligé de faire appel à un architecte. Les coûts et délais pour obtenir le permis sont variables. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'il se passe si je commence mes travaux sans avoir obtenu de permis d'urbanisme? Est-ce qu'il y a des sanctions? Alors oui, le non-respect, des articles que je vous ai présentés constitue en fait une infraction urbanistique et dans ce cas de figure, la commune ou éventuellement la région invite le contrevenant à régulariser la situation, soit par une remise en état des lieux, soit par l'obtention d'un permis d'urbanisme ultérieurement. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous ai balancé beaucoup d'un coup, beaucoup d'articles. Et beaucoup de conditions, mais évidemment, si vous avez des difficultés ou des questions quant à votre projet, Lexing est là pour vous. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on vous aiguillera avec plaisir. Je cède maintenant la parole à mon confrère qui va vous parler du permis de location et dans quel cas il est obligatoire. Voilà, merci Marie. Bonjour à tous. Donc, on va aborder la troisième partie de ce webinaire et cette partie est consacrée à l'obtention du permis de location. Alors, dans notre fil conducteur, Monsieur et Madame Home ont suivi les conseils de Marie. Ils ont obtenu leur permis d'urbanisme pour créer un logement dans leur immeuble, ici à Petit Côte, dans le dernier étage de leur bâtiment. Est-ce qu'ils doivent également solliciter une autre autorisation administrative? Est-ce que le permis d'urbanisme suffit ou est-ce qu'il y a d'autres autorisations qui doivent être sollicitées? Alors, je précise d'emblée, ici, on va s'intéresser au régime applicable en Wallonie. Donc, je ne parle pas de Bruxelles. Ici, c'est vraiment un exposé enfin, mon exposé s'intéresse uniquement à la situation wallonne. Alors, petit sondage qui va apparaître. Donc, vous aménagez effectivement dans votre habitation dernier étage un côté étudiant. Est-ce qu'il vous faut, selon vous, un permis de location, oui ou non? Et on va voir pourquoi après, mais ça permettra d'avoir un peu vos opinions. Alors, je vois que c'est un score stalinien pour le oui actuellement.
Eh bien, la réponse n'est pas si simple que ça et dans la majeure partie du temps, on aurait plutôt tendance à dire non, puisqu'en fait, on pourra se trouver dans un système des exemptions, de permis de location qui est prévu, mais ça, on va y revenir. Mais c'était bien finalement de faire ce petit sondage pour un peu prendre la température. Alors, avec Marie, dans le cadre des 2 premières questions, vous avez vu la question des autorisations urbanistiques et donc qui sont relatives à la police de l'urbanisme. Et ici, on va voir la question du logement du point de vue de la police du logement, qui est la police administrative dédiée. Alors, en droit administratif, je ne vais pas vous assommer avec un exposé magistral en droit, mais donc en matière de droit administratif et de police administrative, on a 2 principes généraux qui s'appliquent. C'est le principe d'indépendance des polices administratives et un second principe qui est son corollaire, c'est le principe de cumul des polices administratives. Alors, ce principe d'indépendance des polices administratives, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que chaque police administrative, donc chaque autorisation administrative, s'apprécie en fonction de ses règles propres. Et donc, par exemple, dans la police du logement, vous avez une définition de logement qui n'est pas exactement nécessairement la même que celle du logement dans le code d'été. Donc, chaque police a ses règles propres. Et donc, quand on examine une demande dans le cadre d'une police, on ne tient pas compte des règles qui sont applicables dans l'autre police. Donc, par exemple, quand vous autorisez, vous sollicitez un logement, la création d'un logement du point de vue urbanistique, vous n'allez pas nécessairement vous intéresser, l'autorité ne va pas nécessairement s'intéresser au respect des règles applicables en matière de police du logement. Et donc, ce corollaire du principe d'indépendance, c'est que vous avez un principe de cumul, c'est que à partir du moment où un acte est soumis à plusieurs autorisations administratives qui peut rentrer dans plusieurs polices administratives différentes, ça veut dire que vous devez cumuler l'ensemble des autorisations. Et donc, ça veut dire qu'ici, dans notre cas, vous devez solliciter un permis d'urbanisme si vous devez faire des travaux ou créer un logement. Et le cas échéant, dans certains cas, vous devez également solliciter un permis de location. Alors, je vous dis qu'il y a un principe d'indépendance et un principe de cumul, mais chaque principe est bien évidemment, c'est une règle qui est assez courante. Chaque principe connaît des exceptions. Et donc, pour information, on a effectivement dans la police de l'urbanisme, on a une prise en compte, et c'est vraiment la seule articulation organisée des polices qu'on connaît, qui est celle des critères minimaux d'éclairage naturel. Et donc, à partir du moment où vous avez une demande de permis pour la création d'un logement qui ne respecteraient pas les règles et les critères minimaux d'éclairage naturel qui sont repris de l'arrêté du gouvernement wallon de 2007, à ce moment-là, c'est une condition, la règle est qu'il y a un refus de permis d'urbanisme qui soit délivré. Et donc là, on a vraiment une introduction et une incursion finalement du droit de la police du logement dans le droit de la police de l'urbanisme, mais donc c'est vraiment le seul critère. Maintenant, bien évidemment, dans le cadre d'une appréciation d'une demande de permis d'urbanisme, l'autorité délivrante pourrait aussi très bien considérer que dès lors que le logement à créer ne respecterait pas les règles les critères minimums de salubrité et autres, même si c'est indépendant, ça pourrait quand même servir de motivation à considérer que c'est bien que les travaux à faire ne constituent pas un bon aménagement des lieux et donc ne sont pas conformes aux règles en matière urbanistique et pourraient donc justifier un refus de permis. Mais donc vraiment la seule incursion vraiment organisée, c'est celle-là, c'est le critère minimum d'éclairage naturel. Alors, quand est-ce qu'il faut demander un permis de location en Wallonie? En principe, c'est lors de toute mise en location d'un logement collectif ou lors de toute mise en location d'un petit logement individuel. Alors, le petit logement individuel, qu'est-ce que c'est? C'est le logement qui est inférieur à 28 mètres carrés. Alors, il y a également un régime spécifique qui est prévu pour l'habitation légère en Wallonie, mais on ne va pas y venir aujourd'hui parce que sinon, on pourra en parler pendant plus d'une heure. Mais donc voilà, retenez que c'est lors de la mise en location d'un logement collectif, on va voir ce que c'est, ou d'un petit logement individuel. Donc le petit logement individuel, c'est celui qui a une superficie inférieure à 28 mètres carrés. Alors, le logement collectif, qu'est-ce que c'est? Ce sont des immeubles ou parties d'immeubles. On parle bien d'immeubles bâtis, donc d'immeubles, comportant un ou plusieurs locaux que différents ménages locataires peuvent utiliser à titre collectif. Et donc, à ce moment-là, vous êtes dans un logement collectif et vous avez en principe une obligation de solliciter un permis de location. Maintenant, toute règle, comme je l'ai dit précédemment, connaît des exceptions. Et alors, vous pouvez avoir une exception. Vous avez ça dans 2 cas. Donc, le premier cas, c'est le logement
de type unifamilial qui est occupé par moins de 5 personnes ne constituant pas un ménage est lié par un contrat de colocation. Et donc, c'est la colocation étudiante. Par exemple, vous avez un appartement ou une maison unifamiliale qui serait loué à plusieurs étudiants dans le cadre d'une colocation. Donc, tant qu'il y a moins de 5 personnes, à ce moment-là, et qu'il n'y a pas plusieurs ménages, donc c'est 5 personnes individuellement qui sont là, vous pouvez le louer sans solliciter un permis de location. Autre exception, et c'est là qu'on en revient finalement à la question qui faisait l'objet du sondage, c'est le logement situé dans l'immeuble du bailleur. Donc dans la question qui était posée dans votre sondage, on parlait bien d'un immeuble qui était créé dans l'habitation des propriétaires. Et à ce moment-là, vous avez une exception, vous ne devez pas solliciter de permis de location pour des logements qui seraient aménagés dans l'immeuble qui est occupé à titre de résidence principale par les propriétaires, pour autant qu'il y a maximum 2 logements et qu'il y a au maximum 4 locataires. Donc à ce moment-là, imaginons vous faites, vous transformez le dernier étage de votre immeuble en petit logement de moins de 28 mètres, un petit logement individuel, donc qui serait d'une superficie inférieure à 28 mètres carrés. À ce moment-là, ça veut dire que vous ne devez pas solliciter de permis de location, malgré le fait que, en principe, vous devriez le faire puisqu'on est face à un petit logement individuel. Mais donc, dans ce cas-là, et donc la réponse était bien non, ici, il ne fallait pas solliciter de permis de location. Sauf éventuellement si là vous voulez créer au dernier étage un quatrième ou un cinquième logement individuel. Là effectivement on n'est plus dans les critères qui permettent d'avoir cette exception, et là à ce moment-là effectivement on aurait dû solliciter un permis de location, mais donc la réponse était bien non. Alors, qui dit permis de location dit conditions pour l'obtenir. Ces critères sont relativement larges, puisqu'en fait, ce qu'on vous impose pour obtenir un permis de location, c'est de respecter les critères en principe de l'arrêté du gouvernement wallon de 2007 qui définit tout ce qui est critères de salubrité, de superficie dans le cadre du logement, donc qui découle finalement du code wallon du logement et de l'habitat durable. Et donc, ces critères, quels sont-ils? C'est le respect des critères minimums de salubrité, donc c'est accès à l'eau, installation de chauffage et autres. Vous avez un respect d'une superficie minimale. Vous devez avoir un équipement en matière d'incendie. En gros, il faut avoir un détecteur incendie dans les pièces de vie. La luminosité, les critères de luminosité minimale, et ça, on le voit, c'est d'ailleurs même une condition de délivrance du permis d'urbanisme en tant que tel. On vous demande de disposer d'un certificat PEB, effectivement, pour cet immeuble. Alors, il y a d'autres critères qui sont pris, mais je ne vais pas les citer de manière extensive. Il peut y avoir également un régime d'exception quand il y a quelques critères qui ne seraient pas respectés. On peut demander une dérogation, notamment dans le cadre où vous auriez quelques manquements qui seraient minimes et qui demanderaient des travaux assez importants pour pouvoir être régularisés. À ce moment-là, vous pouvez avoir une dérogation au respect des critères prévus par l'arrêté du gouvernement wallon de 2007. Mais alors à ce moment-là, au niveau du critère pour le montant des travaux, on exige en général que le coût de remise en état pour pouvoir respecter l'ensemble des critères dépasse les 1 000 € par mètre carré. C'est souvent le critère et c'est indexé par arrêté du gouvernement wallon à chaque fois. Mais donc actuellement, de mémoire, le dernier montant, c'est un peu plus de 1 000 € par mètre carré de travaux de rénovation. Et donc voilà, ici, je viens d'en terminer avec cette partie relative aux autorisations administratives en matière de police du logement. Et je vais maintenant céder la parole à mon confrère Ismaël Oulouan qui va terminer avec vous et partir sur la division sur la location commerciale, pardon. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, je prends la parole. Donc, nous allons voir aujourd'hui ensemble comment partager un espace commercial pour mieux le louer. Donc, pour pouvoir donner un peu de matière et comprendre notre exposé, nous allons prendre un fil conducteur, un cas classique, monsieur et madame Home, encore eux, qui sont propriétaires d'un immeuble avec une surface commerciale au rez-de-chaussée en région wallonne, mais qui souhaitent rentabiliser ce bien, rentabiliser cet espace commercial, car ceci, malheureusement, depuis un certain nombre d'années, suite à différentes crises, dont notamment la crise du Covid,
la crise de l'énergie, ont de plus en plus de mal à faire louer leurs biens immeubles, leur surface commerciale, car comme vous le savez, en région bruxelloise et en Wallonie, on a une crise du logement, mais également une crise de l'espace commercial. Et il y a véritablement une inflation qui empêche de plus en plus de personnes d'avoir accès à un espace. Et comme vous le savez également, donc la Banque centrale européenne a dernièrement augmenté son taux directeur. Conséquence, il est de plus en plus dur d'avoir un accès au crédit. Ça devient très compliqué. Donc, ils ne savent pas bénéficier des taux d'intérêt également intéressants. Conséquence, on se retrouve avec toute une série d'entreprises, de consommateurs qui voient leur pouvoir d'achat diminuer et on se retrouve avec des entreprises qui ont des espaces commerciaux mais qui ne peuvent pas les faire louer. Alors, une des solutions qui a été mise en place de manière assez judicieuse, c'est ce qu'on appelle la colocation commerciale. Donc, à l'image d'étudiants qui partagent une maison et qui vivent ensemble, qui partagent les produits de vaisselle et autres, et qui occupent le même espace, suite à la crise du coronavirus, différentes entreprises ont été assez ingénieuses et ont décidé de partager le même espace pour réduire les coûts et pour pouvoir créer ce qu'on appelle une synergie entre elles. Et donc, quels sont les avantages de cette colocation commerciale qui est un peu un changement de paradigme? C'est que celui-ci permet pour les locataires de diminuer les coûts de la location, puisque forcément, comme ils sont à plusieurs à occuper un même bien, une même surface commerciale, leur loyer sera moins élevé puisqu'ils sont plus nombreux, un peu à l'image d'une colocation d'étudiants. Cela permet également aussi de diminuer les frais d'entretien, puisque forcément, l'union fait la force. S'ils sont plusieurs au sein de la même surface, les frais d'entretien seront moins élevés. Ce sera de même pour les frais de réparation et de travaux. Alors, quels sont les avantages pour le bailleur? Alors, l'avantage pour le bailleur par l'intermédiaire de la colocation commerciale, c'est qu'il pourra transformer son immeuble en immeuble de rendement, puisqu'il pourra maximiser les profits, puisque comme je vous l'ai dit, suite à la crise économique, il y a de moins en moins de locataires qui ont les moyens de se payer une bonne situation sur une bonne artère commerciale, mais si on met en place une colocation commerciale, leur pouvoir d'achat augmente et donc le bailleur pourra mettre à disposition des consommateurs l'espace commercial. Et ainsi, en mettant en place cette colocation commerciale, le bailleur limite les risques de vide locatif, puisque comme je vous l'ai dit, on a un certain nombre de bailleurs qui ne savent plus faire louer leurs biens. Ben là, il diminue les probabilités de vide. On limite aussi les risques de faillite pour le locataire, puisque forcément, comme il y a plusieurs locataires dans le même bien, si jamais un rencontre un problème de solvabilité, le bailleur pourra se retourner contre n'importe lequel, en instaurant bien évidemment dans le contrat une clause de solidarité qui précise que si l'un des locataires n'a pas les moyens de payer le loyer, ce n'est pas le problème du propriétaire, il va se retourner vers un autre locataire et lui dire voilà, tu me payes la part de loyer que l'autre ne m'a pas payé, à charge pour toi de te faire rembourser chez l'autre locataire. Donc ça offre vraiment une sécurité de solvabilité pour le bailleur. Bien évidemment, on retrouve aussi un meilleur rendement potentiel et comme le bailleur peut mettre à la disposition de locataires une série de surfaces commerciales moins chères, cela offre un attrait plus intéressant pour les locataires et nous sommes également en présence d'une formule innovante. Alors, que prévoit la loi sur la colocation commerciale? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas encore vraiment de disposition propre à la colocation commerciale. Vous n'allez pas trouver dans le code civil ou dans la loi une disposition qui dit voilà comment on va prévoir, régir la colocation commerciale. L'avantage, c'est qu'alors on se retrouve avec une très grande liberté contractuelle. Le législateur dit un peu aux commerçants, aux locataires, faites ce que vous voulez, créez votre contrat, mais attention, bien évidemment, le contrat devra respecter l'ordre public et les bonnes mœurs. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec un contrat. Alors, on est vraiment dans cette optique d'un contrat fait sur mesure, un peu comme une personne qui va chez un costumier pour se faire un costume sur mesure. Vous irez faire votre contrat sur mesure. Alors, quels sont les différents types d'options contractuelles, de contrats qui sont à votre disposition?
Alors, comme je vous l'ai dit, l'avantage de la colocation commerciale, c'est qu'on peut créer des synergies. À titre d'exemple, il y a en région wallonne une entreprise qui vend des cercueils, qui avait un espace commercial, et en face, on a mis en place un fleuriste. Conséquence, on voit une synergie, parce que ceux forcément qui allaient acheter des cercueils allaient acheter en parallèle des fleurs. Ou encore un autre exemple de type de synergie, euh, vous pouvez avoir une boulangerie dans un même espace commercial et en face, une boucherie. Forcément, la personne qui va acheter son steak voudra aller acheter du pain, ne voudra pas aller loin et va donc aller à la boulangerie d'en face. Donc, on va vraiment avoir une activité commerciale complémentaire. Alors, quels sont les différents contrats qu'on peut mettre en place? Bien évidemment, il y a le bail commercial que vous connaissez tous, mais qui est le plus rigide, qui a une durée minimale de 9 ans et qui permet à plusieurs preneurs d'être présents sur ce bien. Mais je tiens à le préciser, c'est le plus rigide. Et là, il s'agit d'affecter un espace pour une activité commerciale. On a également le bail commercial de courte durée qui s'oppose au bail commercial classique, car ici, cette fois-ci, on est dans un bail qui est égal ou inférieur à 1 an et qui permet aux pop stores, alors oui, on utilise de l'anglais, mais les pop stores, ce sont les magasins éphémères. Certaines entreprises ont parfois des idées intéressantes et souhaitent tester leur idée pour voir si ça fonctionne, si la réalité de marché correspond à leur volonté commerciale. Donc, ils s'installent pendant un temps éphémère dans un espace commercial et testent si leur concept fonctionne ou ne fonctionne pas. S'il fonctionne, ils restent et prolongent avec un bail commercial. Si ça ne va pas, ils partent, il n'y a pas de souci. C'est quand même pour une durée de 1 an. L'avantage du bail de commercial de courte durée, c'est que c'est également possible pour plusieurs preneurs. Un exemple de colocation commerciale qui a été faite sur base d'un bail de commercial de courte durée. Comme vous le savez, les Horeca rencontrent des difficultés financières actuellement. Et les cuisines, souvent, comme vous le savez, les cuisines d'un restaurant ne travaillent pas toute la journée. Ça va être à midi et vers le soir. Et il y a tout un temps off où personne n'occupe la cuisine et personne n'occupe la salle. Alors, ce qui peut très bien se passer, c'est qu'on peut tout à fait avoir un cuisinier qui est propriétaire de la surface commerciale et qui le loue à quelqu'un qui utilisera pendant le temps off de la cuisine et la salle pour, par exemple, vendre des sucreries, des bonbons à une école qui est en face. Et ainsi, on aurait un glacier hôte qui testerait son projet commercial, qui vendrait des produits pendant un certain temps. Si ça fonctionne, il continue. Si ça ne fonctionne pas, il arrête. Et là, il partagerait le bien commercial avec le cuisinier. Là, vous avez typiquement un exemple qui offre une synergie et qui fonctionne assez bien. On retrouve également la sous-location qui permet de sous-louer une partie d'une surface commerciale à une autre tout en continuant de l'exploiter, c'est-à-dire que vous avez un contrat de location et le locataire va sous-louer le dit bien à un autre sous-locataire qui pourra utiliser le bien. Mais attention avec la sous-location, parce que là on rentre dans un cas un peu plus complexe, c'est qu'il faut que le bail l'autorise. Si le bail ne l'autorise pas, ça devient illégal et là, vous ne pouvez pas le faire. Donc bien lire les contrats, c'est vraiment la base de ce que nous voulons vous enseigner chez nous, chez Lexing, c'est bien lire vos contrats avant de signer pour bien comprendre ce que vous pouvez faire et ne pas faire et ne pas vous mettre en infraction. Contrat qui est également intéressant dans les cas des colocations commerciales et également qui permet de transformer un immeuble en immeuble de rendement, c'est ce qu'on appelle les contrats de prestation de services. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire d'une surface commerciale, vous pouvez le louer à un locataire et lui proposer, en plus de la location de la surface, toute une série de services qui transformeront un peu votre bien à l'image d'une maison clé sur porte à un local clé sur porte. Ainsi, le bailleur va offrir toute une série de services de nettoyage, par exemple, ou de maintenance informatique. Comme vous le savez, l'informatique prend de plus en plus de place. Et si jamais le locataire se trouve embêté suite à un problème informatique, il pourra téléphoner au bailleur et lui dire, voilà, amène-moi ton informaticien ou règle-moi le problème, c'est compris dans mon contrat. Donc, ça permet encore une fois de créer des synergies. Le bailleur peut mettre en place du mobilier de bureau,
Comme ça, le locataire ne doit pas s'inquiéter pour les ordinateurs, pour les meubles et autres. Et bien évidemment, il est possible également de mettre à disposition des locataires un secrétariat. Et dans ce contrat de prestation de service, on peut tout à fait prévoir qu'il y a plusieurs locataires qui bénéficient de ces différents services. Donc, vous voyez un peu tous les avantages, c'est pratique. Vous voyez que le législateur vraiment permet toute une série de possibilités. Mais je vais rejoindre ce que disaient mes confrères tout à l'heure. Attention, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Vérifiez quand même bien ce que prévoit la législation urbanistique, puisque forcément, si vous prenez un espace, une boucherie par exemple, et que quelqu'un, vous le sous-louez à quelqu'un d'autre, et que cette personne, ce nouveau sous-locataire va en transformer cette boucherie en boulangerie, il y aura un changement d'affectation. Vous vous doutez bien que pour créer une boulangerie, on ne fait pas ça comme on veut. Il faut respecter des normes d'incendie, il faut prévoir une certaine isolation, des règles thermiques à respecter. Donc, n'oubliez pas qu'il y a potentiellement une législation urbanistique à respecter. Et si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à vous retourner vers Lexig. On répondra avec plaisir à vos questions. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on constate sur ces différentes colocations commerciales? Ces colocations commerciales permettent de réduire les frais, que ce soit pour le locataire ou pour le propriétaire. On voit qu'il y a plusieurs types de contrats. On voit qu'il y a une grande liberté contractuelle et ça permet vraiment de transformer un local en un immeuble de rendement. Donc voilà, ce sont tous les avantages qu'on peut bénéficier de ces différents services. Comme vous avez vu, il y a plusieurs types de contrats. Donc moi, j'ai répondu, j'ai fait le tour de la problématique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais donner la parole à Maître Coton. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller lors de la présentation. Voilà, merci beaucoup à tous les trois pour, ces présentations très didactiques. Alors, je pense que nous avons répondu à l'essentiel des questions qui ont été posées dans le chat. Il y en a par contre une qui n'était pas, qui demandait un peu plus d'explications. J'essaie de la retrouver. Elle portait sur l'obligation par un propriétaire à Bruxelles d'isoler les étages, sol-plafond lors d'une division. Et la question portait sur le fait de savoir s'il faisait partie de la structure du bâtiment comme dans un immeuble à appartement. Alors, n'hésitez pas à préciser dans le chat ou allumer votre micro, mais à mon sens, si il n'y a qu'un seul propriétaire et qu'il n'envisage qu'une division en vue de la location, je pensais que ça n'est pas légal si l'immeuble n'est pas divisé, mais en tout cas, si ça n'est qu'une division physique, eh bien, c'est le propriétaire unique qui supporte les coûts. Et si on envisage une division urbanistique, alors, comme dans un immeuble à appartement dès l'origine, les sols et plafonds deviennent des parties communes et donc ça devient des charges communes. Donc je ne sais pas si votre question portait exactement là-dessus ou sur autre chose, n'hésitez pas à Oui, préciser. merci. Je ne sais pas si vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Oui, effectivement, donc je suis donc syndic d'un petit immeuble où je suis également propriétaire. Donc les 2 propriétaires d'en dessous, donc c'était une maison unifamiliale qui a été évidemment, transformée en maison, à appartement et l'ancien propriétaire, qui a vendu les appartements individuellement, n'a pas fait de travaux d'isolation entre étage, sol. Et les propriétaires rez-de-chaussée premiers, ben, se sont pas bien entendus étant donné qu'il y avait des problèmes d'isolation et se sont rejetés la balle en disant: «C'est toi qui dois isoler ton plafond, non, c'est toi qui dois isoler ton sol, ton plancher». Et donc in fine, il y en a un qui est parti, qui a vendu son appartement. Mais je voulais savoir si dans le cadre d'un immeuble à appartement initial, là, les plafonds/sol font partie de la structure du bâtiment et donc là, il y a des normes à respecter au niveau de l'isolation, ce qui n'est pas évidemment le cas d'une maison initialement unifamiliale puisque c'était entre les étages d'une même maison. Mais lorsqu'il y a une division, urbanistique lors de la vente, est-ce que, il y a au niveau dans le chef du propriétaire initial, l'obligation d'isoler ou pas? Tout dépend des normes de ce qui a été prévu dans son permis au moment de la division. Bah, il a Ça a simplement peut-être dit été, ça a peut-être été des conditions pour la division de l'immeuble, mais s'il n'y en a pas dans le
dans le permis, à mon sens, il n'y a pas d'obligation d'isolation. Et puis, alors, c'est pour savoir si c'est une partie commune ou non. La règle veut que ça soit une partie commune, mais votre acte de base est peut-être plus précis. Non, l'acte de base reprend pas du tout de sujet sur aucun mot sur le sujet de l'isolation, mais ça concerne les parties privatives. Donc c'était vraiment, on parlait pas évidemment d'isolation des parties communes puisque entre guillemets c'était pas nécessaire. C'était vraiment des parties privées. Donc moi je m'étais renseigné et on m'a dit que la législation était différente entre un immeuble à appartement initial, donc un immeuble qui était construit pour des appartements, slash un immeuble unifamilial qui a été transformé en appartement. La législation est différente et d'un côté, c'est la structure du bâtiment dans le cas d'un immeuble appartement et dans l'autre cas, c'était initialement une maison unifamiliale, donc ce sont les propriétaires de chaque appartement qui doivent s'arranger. Je comprends ça, mais cette solution vous arrange mieux, donc on peut faire une recherche, mais à mon sens, c'est plutôt une partie commune. Même dans les parties privatives. OK. À mon sens, oui. Parfait. Bon, in fine, un des propriétaires est parti, donc le problème ne se pose plus. Je me permets d'insister sur les prochaines formations que nous organisons, donc encore cet automne, sur la cybersécurité le 24 novembre, qui concerne évidemment toutes les entreprises, et le 15 décembre, une formation en matière de marché public et qui se concentre donc sur les imprévus, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura comme imprévu, mais il y en a toujours. Donc on va voir comment réagir. Au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine formation. Merci beaucoup, bonne journée.